Alors, ce matin, on va donc au British Museum à Londres et je vais vous montrer quelques-unes. Alors, c'est vraiment une sélection très petite dans les millions d'œuvres que contiennent les réserves du British Museum, puisque ce musée contient tout de même 8 millions d'objets, donc c'est pas rien, et reçoit en temps normal 6 millions de visiteurs. Je dis bien en temps normal car actuellement il est encore fermé au public. Je ne sais pas quand il rouvrira. Cependant, voilà à quoi il ressemble. Alors ça, ce n'est plus l'entrée principale, on n'entre pas par cet accès-là, mais cela vous permet de voir que le bâtiment du British Museum est un bâtiment tout à fait néoclassique qui date du milieu du XVIIIe siècle. Pour le coup, le British Museum a été ouvert au public en 1759 et il s'est agrandi progressivement par la construction de nouveaux bâtiments et surtout par l'aménagement, vous le voyez ici, de la cour qu'on appelle la Grande Cour, qui est aussi la cour Élisabeth II, tout simplement, qui, vous le voyez, s'est installée entre les différents bâtiments et recouverte de cette immense verrière très spectaculaire. C'est en fait l'accès principal au musée. Cette cour, figurez-vous, est la plus grande cour couverte au monde actuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Les collections du British Museum s'intéressent à l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes, mais essaye de brasser véritablement la totalité des cultures mondiales. Alors avec différents postes, différentes cultures qui sont mises en valeur, mais aussi parfois, vous le savez et nous en reparlerons, quelques problématiques qui sont des problématiques de restitution et des problématiques politiques. Donc on en reparlera évidemment. Nous allons commencer par l'un des objets les plus célèbres, si ce n'est l'objet le plus célèbre des collections du British Museum, peut-être le deuxième. Il s'agit de la pierre de Rosette qui a été trouvée par les Français dans une commune qui s'appelle Rachid, qui a été francisée en Rosette. Cette pierre a été trouvée précisément le 19 juillet 1799. Je vous rappelle que nous sommes à ce moment-là tout simplement dans l'expédition scientifique et militaire ou militaire et scientifique menée par Bonaparte en Égypte contre l'Angleterre et au cours de travaux de consolidation d'une caserne militaire, eh bien, on découvre cet énorme morceau de rocher. Vous voyez, c'est colossal. On a vraiment une grande hauteur de plus d'1 mètre. Et puis, on a surtout un bloc qui est extrêmement lourd, puisqu'il pèse 760 kg, donc c'est vraiment pas rien. C'est un rocher que l'on aurait laissé passer, sans doute, si on n'avait pas trouvé ces inscriptions dans 3 langues différentes, puisqu'il y a au registre supérieur ici, je vais vous le montrer d'un peu plus près, un texte hiéroglyphique. En dessous, donc on savait que c'était des hiéroglyphes, mais on ne savait pas les déchiffrer en fait, tout simplement. En dessous, ce texte sur 32 lignes, c'est un texte que l'on a cru d'abord dans une langue syriaque, avant de découvrir qu'il s'agit en fait du démotique, qui est une forme simplifiée, on va dire courante, de l'écriture hiératique. Alors, quelle est la différence en fait? Le hiéroglyphe, ce sont les textes sacrés dans les temples, tombeaux, etc. Le hiératique est une forme simplifiée du hiéroglyphe et le démotique est une forme courante du hiératique. C'est pour ça que ça vient de démos, le peuple, tout simplement. Donc, ce démotique, on ne savait évidemment pas le lire. Et enfin, en dessous se trouve écrit un texte, probablement semblable à celui du démotique, en langue grecque. Donc on savait déchiffrer évidemment la langue grecque et on a pu ainsi déterminer quel était le souverain pour lequel
cette stèle avait été érigée. Il s'agit de Ptolémée V Philopator. Je rappelle qu'on a affaire à la dynastie des Ptolémées, en fait des Lagides, c'est-à-dire la dernière dynastie de souverains en Égypte, qui sont en fait des Grecs, qui règnent sur l'Empire égyptien. Cette pierre découverte par les Français fait l'objet immédiatement de 3 copies suivant des méthodes différentes, des méthodes de transposition sur papier ou parchemin, pour pouvoir en conserver le texte, puisqu'à l'origine, il n'est pas décidé de le déplacer. Or, très vite, l'Égypte est perdue en faveur de l'Angleterre, et c'est ainsi qu'en 1802, cet objet ainsi qu'un grand nombre d'autres objets est déplacé et installé au British Museum. Pendant plusieurs années, de nombreux chercheurs s'essayent à transcrire les 2 textes que vous voyez ici, jusqu'à ce que finalement, en 1821, un jeune homme français du nom de Champollion réussisse à déchiffrer les hiéroglyphes. Il a appris de très nombreuses langues, syriaques et autres, et il a réussi ainsi à trouver la clé finalement de déchiffrement des hiéroglyphes à partir donc, de ce texte de la pierre de Rosette, et il finira par voir véritablement la pierre de Rosette et surtout aller en Égypte et découvrir des lieux et des objets qu'il avait décryptés uniquement par reproduction. Il a pu les voir quelques années avant de mourir. Il est mort très jeune, il est mort dans les années 1840. Il est mort à peine âgé d'une quarantaine d'années. Mais avant son décès, Champollion a donné la clé de compréhension des hiéroglyphes. C'est grâce à lui que maintenant on arrive à déchiffrer tout ceci, non pas de manière aisée, il faut l'apprendre évidemment, mais de manière beaucoup plus simple. Après l'Égypte, je vous propose d'aller en Grèce avec ici sans doute l'un des groupes d'objets les plus contestés actuellement, non pas contestés pour leur nature, ce sont bien des éléments du fronton du Parthénon ici à Athènes, ainsi que des éléments très abondants de la frise du Parthénon. Donc en fait, ce sont les éléments de la corniche du Parthénon qui sont présentés ici, ainsi que quelques autres statues du Parthénon. Alors je reviens ici sur le fronton. Il faut préciser que il est étonnant quand même de trouver la quasi-totalité des éléments décoratifs du Parthénon à Londres et à Paris et assez peu à Athènes. Ça s'explique par la géopolitique, parce que en 1801, l'ambassadeur britannique auprès de l'Empire, dans l'Empire ottoman, qui s'appelle Lord Elgin, réussit à négocier ce qu'on appelle un firman qui lui permet de fouiller de manière quasi éhontée. Je vais vous citer quelques éléments. Pourquoi cela? Parce que quand les Anglais sont en guerre contre les Français de Bonaparte, ils récupèrent un certain nombre de territoires qui vont permettre à l'Empire ottoman de retrouver une souveraineté. Et c'est le cas notamment de la Grèce, mais surtout de ce qu'on appelle l'Asie mineure, donc de la partie turque en fait, de l'Empire ottoman. En échange de cette aide militaire britannique fournie à l'Empire ottoman, il demande la signature donc de ce firman qui date de 1801. Alors voilà ce qui est précisé dans le firman. Lord Elgin réclame le droit d'entrer dans la citadelle et de dessiner et mouler les temples, le droit d'ériger des échafaudages et de creuser partout où il souhaiterait découvrir les anciennes fondations, et le droit d'emmener toute sculpture ou inscription qui ne soit pas comprise dans les fortifications de la citadelle. Quand on parle de la citadelle, on parle de l'acropole. Et il faut noter que le Parthénon, qui est le chef-d'œuvre de la Grèce classique du 5e siècle, en fait de l'Athènes de Périclès, a été détruit au XVIIe siècle parce qu'il y avait, après de nombreux siècles d'utilisation du Parthénon comme église, il avait été transformé, ce lieu en réserve de poudre à canon.
Et malheureusement, suite à un incendie lors des différents conflits du XVIIe siècle, eh bien, la poudre à canon a explosé et a donc détruit la plus grande partie du Parthénon. Ça explique que toutes ces œuvres étaient pour la plupart déposées au sol dans les débris du Parthénon. Or, dans le firmament que je vous ai cité, il y a quand même une espèce de, comment dire, latitude, parce que comment entend-on si c'est dans les fortifications ou pas? Vous voyez, le Parthénon n'est pas dans les fortifications. Et il y a des textes qui sont terribles parce que, par exemple, en 1802, l'un des intervenants sur le site écrit à Lord Elgin « J'ai le plaisir, my lord, de vous annoncer que nous possédons maintenant la 8e métope, celle avec le centaure portant la femme. Elle nous a causé beaucoup de problèmes et j'étais obligée d'être un peu barbare. » Donc, en gros, pour simplifier, en 3 ans, ils ont scié la plupart des œuvres, ils les ont mises dans des caisses et ils les ramènent en Angleterre. Pourquoi je vous donne les 3 ans? Parce que Elgin est remplacé et que son successeur, ambassadeur britannique auprès de la Sublime Porte, refuse ceci et décide que tout ce qui est trouvé sur place devra rester sur place et qu'il est hors de question de piller Athènes. Quoi qu'il en soit, le mal, entre guillemets, est fait puisque ces statues sont donc placées, alors on les dispose dans le British Museum, telles qu'elles sont au fronton du Parthénon et sur les frises. Donc les métopes, c'est cette partie, ce sont les parties qui décorent les entablements. Donc c'est la frise en dessous de la toiture qui relate en fait ce qu'on appelle les panathénées, c'est-à-dire les processions rituel qui permettait de rendre hommage à Athéna, la déesse protectrice et fondatrice et protectrice d'Athènes. Vous le savez, il y a un grand débat actuellement, puisque à partir des années 1970, l'État grec a créé le musée de l'Acropole et depuis lors réclame la restitution de ces biens qui, selon l'État, ont été volés, selon l'État grec. Or, le firmament dont je vous parlais n'existe plus. On n'en a qu'une version italienne. Et lorsque les demandes de restitution ont été formulées officiellement au British Museum par l'État grec, les membres du Conseil des conservateurs du muséum ont déterminé que pas du tout. En fait, ils étaient tout à fait dans les clous, si je puis me permettre, et que ces objets étaient donc fort bien ici. L'argument principal, c'est de dire que peu importe le lieu où c'est exposé, l'essentiel, c'est que ce soit exposé au plus grand nombre et que l'humanité puisse en bénéficier. Bon. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et il faut le dire, c'est un pillage en règle qui a été fait par Lord Elgin, qui l'a ensuite restitué ou vendu en fait ces ensembles colossaux au British Museum. Ce sont des débats qu'on entend un peu partout. On en a parlé aussi évidemment lorsqu'on était à Berlin à propos du buste de Néfertiti. Il y a eu, et c'est absolument évident, des abus colossaux lors de ces époques-là. La Grèce n'existant pas en tant qu'État en 1802. Donc voilà pour ceci, c'est vraiment très impressionnant. La disposition permet vraiment de donner l'impression que l'on est devant le Parthénon et même de voir les objets bien mieux puisqu'ils sont placés à hauteur de regard alors que sur le Parthénon, ils seraient placés beaucoup plus haut à cet endroit-là. Ceci étant, ils sont au sol, ils ne sont pas sur le Parthénon et ils ne seraient pas exposés évidemment sur le Parthénon. On continue notre voyage autour du monde au sein du British Museum. Alors là, on fait un bond véritablement dans la géographie puisque nous allons sur l'île de Pâques avec l'un de ces moailles qui est très grand. Vous le voyez, il fait 2,42 m de hauteur. Je n'en ai pas noté le poids, je vous prie de m'excuser. Je rappelle qu'un moaille, c'est en fait une figure d'ancêtre qui est placé en général faisant face à la mer sur l'île de Pâques.
qui représente toujours, vous le voyez, cette face cubique, on peut le dire, avec ses lèvres pincées, ses yeux très creusés. Il manque sur celui-ci vraisemblablement le chapeau qui ressemble un peu à un bouchon. Et surtout, ce qui nous manque, ce sont les peintures, hein, puisque les moaïs, on le sait, étaient peints, au moins pour les yeux et pour les lèvres. Pourquoi étaient-ils placés face à la mer? On ne le sait pas exactement. Comment ont-ils été placés là alors qu'ils pèsent des tonnes et qu'il n'y a pas d'arbres sur l'île de Pâques? On ne le sait pas non plus. On pense que les arbres ont été abattus précisément pour pouvoir déplacer ces moaïs. Mais certains spécialistes reviennent sur cette idée-là. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner de la présence d'un moaï, figure d'ancêtre de l'île de Pâques, à Londres, mais son nom nous indique un peu comment il y est arrivé. Il s'appelle Oa Akananai, c'est-à-dire l'ami dérobé. Parce que tout simplement, ce moaï a été volé sur son lieu de cérémonie à Orongo, sur l'île de Pâques, le 7 novembre 1868. Ce sont en fait des membres d'une expédition maritime qui l'ont pris, qui l'ont volé. Il est très particulier parce que c'est une œuvre rare. C'est l'un des seuls à être orné de pétroglyphes ici. Vous voyez ces marques dans le dos qui l'identifient à Tangata Manu, c'est-à-dire l'homme-oiseau. Donc c'est l'un des très rares moaïs à avoir quitté l'île de Pâques et c'est surtout l'un des très rares, voire le seul, à disposer de ces pétroglyphes qui l'identifient. Regardez ici le visage avec la langue tirée, qui est un élément que l'on retrouve énormément dans ce monde, on va dire, du Pacifique, où l'on retrouve le culte des ancêtres et souvent tirant la langue pour montrer d'abord l'importance de la parole et puis aussi comment dire, la manière qu'ont les ancêtres de protéger les membres de la communauté contre les adversaires en les menaçant par ce tirage de langue. Évidemment que la restitution est demandée par l'île de Pâques, puisque c'est un vol manifeste. Les membres de l'expédition sont arrivés, ils l'ont pris, ils l'ont embarqué et ils sont partis avec. Donc, il y a aussi une demande de restitution qui est en cours, qui a, il faut bien le dire, assez peu de chances d'aboutir, puisque ce n'est pas la politique des musées européens que de restituer les objets. Nous passons maintenant en Afrique avec un objet qui, lui, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, et qui est une tête qui a été trouvée sur le site d'Ifé au Nigeria. Ifé étant entendu par la population Yoruba, qui correspond à la plus grande minorité au Nigeria, comme le centre de la création des dieux du monde. C'est un lieu véritablement primordial dans le monde Yoruba. Et en 1939, alors qu'on était en train de faire des travaux, 38, excusez-moi, lorsqu'on faisait des travaux de construction d'une maison, eh bien, on a trouvé cette tête ainsi que d'autres objets de ce type, qui sont des objets en laiton, ce qui dénote de relations commerciales au long cours, puisqu'il n'y a pas de laiton dans la zone nigériane occupée par les Yoruba. Cet objet était aussi un objet, alors cet objet, ce groupe d'objets est un objet qui a beaucoup perturbé les gens qui considéraient l'art africain jusque-là comme un art dénué de finesse, sans véritable connaissance d'un art de cour, ce qui est une méconnaissance absolue, véritablement, de l'art africain. Il suffit juste de voir les objets de cour du royaume de Bénin, qui sont extrêmement luxueux et qui sont des objets véritablement faits pour montrer la fortune et le prestige social du souverain.
Ici, vous le voyez, c'est un objet qui est assez grand, hein, qui fait 35 cm de hauteur et qui a été fait donc en laiton. En fait, on les appelle les têtes de bronze, hein, mais ce n'est pas du bronze, pas pour celle-ci, qui a été réalisé à la cire perdue. Donc, c'est un savoir-faire technique qui est assez complexe et qui a été reconnu immédiatement. Le royaume d'Ifé est un royaume qui s'est établi à partir du début du IXe siècle et qui a perduré, qui s'est appuyé en fait sur un système de relations commerciales, hein, tout simplement, très important, et qui faisait aussi commerce d'esclaves. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais je vous le signale tout de même, puisque lorsque les Portugais se sont installés dans la région, ils se sont appuyés sur le système d'esclavage qui existait déjà, hein, pour pouvoir augmenter le système. Vous voyez que cette tête est couronnée, puisqu'on parle de couronne ici, qui était peinte, et vous voyez que la petite houppette ou l'aigrette qui est au centre a bougé légèrement. Elle a dû être abîmée, hein, à un moment quelconque. Vous constaterez que le visage est entièrement rainuré. En fait, tout porte des rainures, sauf les yeux et les lèvres. Vous constaterez aussi les yeux en amande, qui sont très caractéristiques de l'art nigérian au sens large, hein. C'est quelque chose que l'on retrouve chez de très nombreuses populations. Le royaume d'Ifé était considéré comme le lieu de création véritablement de la culture yoruba, ce qui explique que cette tête soit probablement celle d'un roi qu'on appelait Ooni, mais on ne sait pas exactement dans quel cadre elle a été réalisée, dans quel cadre elle était utilisée. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les mêmes cultures, on trouve à Ifé un grand nombre de têtes de souverains que l'on pense être dues à une ancienne pratique, c'est-à-dire que les rois d'Ifé, lorsqu'ils mouraient, étaient décapités et ont conservé la tête qui était placée dans des paniers. Alors évidemment, une tête momifiée en quelque sorte, c'est pas un processus de momification, mais vous comprenez ce que je veux dire, elle était conservée. Et donc, on la mettait dans un espèce de sanctuaire où se trouvaient tous les ancêtres défunts. Et lorsque les rois d'Ifé ont essaimé en quittant Ifé pour créer d'autres lieux, comme le royaume de Bénin, entre autres, eh bien, on a observé que dans un premier temps, on coupait la tête du roi défunt et on l'envoyait à Ifé pour qu'il rejoigne ses ancêtres. Simplement, le temps de déplacement faisait que la putréfaction était trop importante et qu'on n'arrivait pas à conserver ces têtes. Et donc, on pense qu'une partie de ces têtes en bronze sont en fait la transposition de cet envoi et que l'on envoyait symboliquement la tête en bronze pour remplacer la véritable tête du défunt dans le sanctuaire où se trouvaient les ancêtres. C'est une option, mais c'est encore très difficile évidemment à déterminer. Là, on a affaire à une véritable archéologie africaine qu'il est difficile de comprendre tout simplement parce que les pratiques n'existent plus et que nous n'avons pas de textes qui nous permettent d'en saisir les tenants et les aboutissants. Quoi qu'il en soit, nous restons à peu près à la même période du XIVe, XVe siècle, et nous changeons de continent à nouveau, puisque nous allons au Mexique, dans la culture aztèque, pour vous présenter ce pectoral, qui est un serpent à deux têtes, comme vous le voyez, qui est en fait une structure en bois, c'est du bois de cèdre, sur lequel on a collé ces différents éléments, en l'occurrence plus de 2000 tesselles de turquoise, ainsi que pour le rouge, c'est de l'huître épineuse rouge, et le tout est collé sur le bois grâce à de la résine de pin. Le British Museum possède 9 pièces comme celle-ci, qu'on appelle les mosaïques de turquoise, sur 25 conservées en Europe. Donc c'est vraiment un trésor incroyable. On pense que cet objet était peut-être porté en pectoral, c'est-à-dire en collier sur le torse, mais on n'en est pas sûr, d'autant que les yeux qui sont creux ici ne l'étaient probablement pas parce qu'on a trouvé des traces de résine à l'intérieur, ce qui indiquerait qu'il y avait peut-être une pierre qui était placée dans ses yeux.
On ne connaît pas exactement la signification de cet objet. Est-ce que le serpent à deux têtes renvoie à la Renaissance, vous savez, le cycle de la vie et de la mort? Est-ce qu'il représente la terre et les enfers? Est-ce qu'il représente tout simplement Quetzalcoatl, qui est ce serpent à plumes fondateur dans les cultures aztèques, mixtèques, etc. En tous les cas, il semble représenter la fertilité. Et ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on pense, et cette date finale est peut-être erronée, on pense qu'il fait peut-être partie des objets offerts par Moctezuma le deuxième à Hernán Cortés lors de la conquête de Tenochtitlan en 1519. Ce serait un des objets, un des cadeaux que l'empereur aztèque a fait à Cortés. Je vous rappelle que les Aztèques ont très bien reçu Cortés parce qu'ils croyaient que c'était un dieu qui arrivait. Ils n'avaient évidemment pas prévu l'effondrement de leur empire qui a été très 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 rapide parce que c'était un empire extrêmement centré sur la figure de l'empereur. C'était en fait une construction pyramidale. Si vous coupez la tête, tout s'effondre. Ça n'a pas été le cas pour ce qui concerne les royaumes mayas, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de petits royaumes et ça a été plus long. Voilà pour cet objet. Et je continue, qui est tout petit, vous voyez, enfin vraiment 20 cm sur 43, c'est pas très grand, bien sûr, ce qui explique que l'on pense qu'il s'agisse d'un pectoral. On remonte dans le temps et on change de zone géographique en allant cette fois en Mésopotamie pour retrouver un objet qui date environ de 2500 ans avant notre ère et qui est très petit de format, vous voyez 50 cm sur 22, pas très épais, qui est une boîte qu'on appelle aussi l'étendard d'Our. Our se trouvait dans l'actuel Bagdad, au sud de l'actuel Bagdad. Et on a retrouvé cette boîte qui est tout simplement faite en bois sur lequel il y a ces plaques de métal ornées, ces pierres, ces tesselles qui relatent deux événements. Alors de ce côté-ci, ce que vous voyez, c'est le côté de la guerre où on voit vraisemblablement une échauffourée. Vous voyez ici des gens qui sont moins vêtus. Là, vous voyez des prisonniers. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Celui-ci, il est soumis par le Mésopotamien. Vous remarquerez que les Mésopotamiens sont vêtus des pagnes caractéristiques que l'on connaît sur bien d'autres objets. Vous remarquerez aussi que la typologie de représentation est toujours la même. Ils ont des nez très arrondis comme ça et très longs. Et puis vous voyez qu'en dessous, au registre inférieur, on voit des chars qui sont tirés par des équidés, celui-ci marchant sur un ennemi vraisemblablement. Ce ne sont pas des chevaux. On ne sait pas exactement quel type d'équidé est représenté, mais on sait que ce ne sont pas des chevaux parce qu'ils n'étaient pas encore utilisés à ce moment-là. L'autre face est dite face de la paix, où l'on retrouve, regardez, des plénipotentiaires assis en train de boire, d'écouter de la musique. Et vous voyez ici, dans les deux registres inférieurs, probablement la menée des tribus, ainsi que la préparation, regardez ici les poissons, d'un probable festin pour célébrer, évidemment, la victoire mésopotamienne sur les ennemis. Voilà ce que l'on peut en dire. On l'appelle étendard d'Our, car d'aucuns pensent, alors les spécialistes évidemment, qu'il s'agissait probablement d'un élément qui était placé au-dessus d'un portant en bois type bâton et qui devait sans doute défiler devant peut-être des parades militaires ou en tête de l'armée pour signifier l'importance militaire de la cité d'Our. C'est l'utilisation que les spécialistes envisagent pour cet objet-ci. On avance dans le temps, on se rapproche de notre période, avec ici un objet qui vient de Grande-Bretagne et qui est ce qu'on appelle le casque de Sutton Hoo, parce qu'il a été découvert en 1939 à Sutton Hoo. Il s'agit, vous le voyez, d'un élément qui est reconstitué. On voit bien ici qu'il manque énormément de parties. Toute la partie lisse, en fait, est une reconstitution. Et les éléments que l'on voit, ce sont la coiffe, les protège-joues que vous voyez ici, le protège-nuque à l'arrière-plan,
et un masque facial qui représente un dragon. Regardez bien, la moustache, le nez, les sourcils et la crête en quelque sorte renvoie à un dragon. Ici, on voit la gueule du dragon. Ici, il y en a une deuxième affrontée. Tout l'ensemble a été trouvé dans un tertre à Sutton Hoo, qui est le tertre numéro 1, entouré d'un ensemble d'objets de luxe, ce qui fait penser aux spécialistes qu'il s'agit à tout le moins d'un personnage de haut rang du royaume d'Est-Anglie, ou East Anglia en anglais, et certains avancent le nom du roi Raedval, qui est mort vers 624, excusez-moi. Là, pour le coup, on est dans des conjectures absolues, puisque s'il n'y a pas de texte, il est difficile de le savoir, mais enfin, laissons le soin aux spécialistes de l'indiquer. Je vous précise que lors de sa présentation au British Museum à partir de 1945, on présentait une première restitution qui a fait l'objet d'un nombre de critiques assez important. Donc, on a abandonné cette restitution et celle que vous voyez maintenant date de 1970-71 et a appris des erreurs de la première restitution. Donc, évidemment, on ne peut pas présenter ceci tel qu'on l'a trouvé puisqu'on l'a trouvé en 500 fragments. Quand on parle de puzzle, là, on en a un bel exemple. Voilà pour ce qui concerne le British Museum. Comme je le disais à certains d'entre vous vendredi matin, l'image que je vous avais mise pour la réservation est erronée. C'est-à-dire que c'est bien un tableau qu'on trouve à Londres, mais pas au British Museum, à la National Gallery. Je me trompe systématiquement, c'est terrible, mais du coup, je vous en parle aussi, c'est une œuvre primordiale. Il s'agit de l'œuvre de Jan van Eyck qui est laissée sans titre et que l'on appelle, nous par commodité, les époux Arnolfini, et qui représente une scène de mariage dans une chambre entre Monsieur Arnolfini que vous voyez ici, qui était un Italien installé à Bruges au service de Philippe le Bon, Philippe III le Bon qui était duc de Bourgogne, et sa femme, qui était une descendante aussi d'une famille de banquiers italiens, mais installée à Paris quant à elle. Alors nous, on peut être étonné par plusieurs choses. D'abord parce que c'est bien une scène de mariage. Ce qui nous l'indique, c'est, vous le voyez, les mains qui sont placées l'une dans l'autre. Ce qui nous l'indique aussi, c'est qu'ils sont tous les deux déchaussés. Ici, vous voyez les souliers de monsieur, et à l'arrière-plan, ici, vous voyez les souliers de madame. On peut s'interroger quand même sur le fait qu'il soit déchaussé. C'est parce que tout simplement, dans l'Ancien Testament, il est précisé que dans un espace sacré, on se déchausse. Puisqu'ils se marient comme il était de coutume à l'époque, nous sommes en 1434, dans leur espace privé en présence de 2 témoins et sans présence d'un prêtre, eh bien, on se déchausse puisqu'à ce moment-là, la chambre devient le lieu sacré du mariage. Autre élément qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le ventre proéminent de la dame qui en ferait une femme enceinte. Pas du tout. La mode à l'époque est pour ces dames d'avoir une petite poitrine menue, resserrée à la taille, vous le voyez, par une ceinture, et un ventre proéminent qui est obtenu par le placement de coussins sous la robe. En fait, ce n'est pas tant la grossesse en elle-même, mais c'est l'idée de la fertilité, de la fécondité qui est mise en avant ainsi. Donc, elle n'est pas enceinte, elle est simplement une promesse d'enfant. Cette promesse est d'ailleurs soulignée par la couleur de sa robe, puisqu'elle porte le vert de l'espoir, le bleu de la fidélité due à son époux, et vous voyez que la courtine du lit à l'arrière-plan est rouge, ce qui renvoie évidemment à la consommation du mariage. Autre élément ici à interpréter, c'est la présence du chien. La fidélité du chien envers son maître est évidente. Par extension, le chien est devenu un symbole de la fidélité des époux, plutôt de l'épouse, de manière évidente. Enfin, ce qui nous intéresse, et qui est très important ici, c'est le miroir que vous voyez là. Dans ce miroir convexe qui est orné, vous le voyez sur le panneau de bois, de 10 médaillons qui représentent la passion du Christ, eh bien on retrouve les époux de dos, vous les voyez là, et vous voyez un personnage en bleu et un autre personnage en gris à côté. Ces 2 personnages sont les 2 témoins indispensables à la réalisation du mariage, en fait à la conclusion du mariage.
Et au-dessus du miroir, il y a ici la signature de Jan van Eyck, qui n'a pas écrit sur le mur « Johannes de Eyck l'a fait », c'est-à-dire « fake it », mais il a écrit « Johannes de Eyck fuit ik », 1434, c'est-à-dire « était là ». Il est donc possible que Van Eyck ait été l'un des deux témoins de ce mariage et qu'il ait ensuite peint cette scène en ajoutant les deux témoins pour montrer la validité, évidemment, de ce mariage. Par ailleurs, la fenêtre est reflétée dans le miroir et donc il ouvre en fait une perspective qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Il y a quelques petites erreurs, notamment dans la cassure ici du poignet, mais vous voyez qu'il a véritablement un sens de la perspective, alors même qu'en 1434, dans l'Europe du Nord, on ne maîtrise pas tout à fait ces mises au point ici. Là, indiqué par le baldaquin du lit, par le tapis au sol, par le fauteuil à l'arrière-plan, par la commode ici. Et puis évidemment, les cothurnes ici apportent une partie de cette profondeur. Et voilà pour les époux Arnolfini. Je vous les montre, encore une fois, je vous le disais, c'est une petite incartade en dehors du British Museum. C'est parce que lorsque moi-même j'ai visité ces deux musées, donc la National Gallery et le British Museum, en fait, cette œuvre-là m'a happée, littéralement. Je n'arrivais pas à m'en décoller. Elle est fascinante. On a beau l'avoir étudiée, l'avoir vue, revue, etc. Elle est véritablement fascinante. Donc, je vous encourage à y aller quand vous le pourrez, si ce n'est déjà chose faite. Voilà pour cette présentation. Pour la suite et la fin temporaire des conférences à venir. Comme je vous le disais, à partir de la semaine prochaine, je vais me mettre un peu en retrait. Pas d'inquiétude, je proposerai sans doute à intervalles très irréguliers quelques éléments. Et puis, vous pouvez toujours évidemment nous suivre sur le blog. Eh bien, demain soir, je vous propose une présentation de l'aventure de l'impressionnisme, que j'ai nommée de Monet à Gauguin, car on va aller jusqu'à la fin de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Ce sera à 20h30 demain soir. La semaine prochaine, pour se dégourdir les jambes et sans la pluie, espérons-le, la visite à deux voies des jardins de Versailles. Il reste encore des places, n'hésitez pas. Et puis Aurélie Faubriol qui vous avait présenté Louboutin vous présentera jeudi soir 9 juillet à 21h l'histoire de la maison Cartier. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions se font sur mon site internet et vous aurez à nouveau le lien vers le paiement pour y participer. Voilà pour tout ceci, je vous remercie de votre attention